Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Alors bonjour à tous, nous sommes sur le 5e épisode des Héros de la Vente. Pour cet épisode, j'accueille Georges Devin. Georges, bonjour. Bonjour, à l'américaine. Oui, Devin et pas Divine, mais effectivement, merci et bonjour à tous. Donc Georges va nous parler d'un sujet très intéressant qui est donc les neurosciences dans la vente, l'application des neurosciences dans la vente. Je sais que tu m'en as parlé en off, Georges, les neurosciences, c'est un peu un buzzword en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous introduire ce sujet ? Et ensuite, on essaiera de voir pourquoi les neurosciences sont intéressantes à connaître quand on est un vendeur. Alors, peut-être pour introduire le sujet, effectivement, et merci Alexandre, une statistique qui est frappante et qui permet d'éclairer les choses. Aujourd'hui, toi Alexandre, chacun d'entre nous en train d'écouter, effectivement, à titre personnel, reçoit 2904 messages chaque jour. Messages, c'est quoi? C'est des réseaux sociaux, c'est de la radio, c'est de la télé, c'est des publicités sur des camions, des affichages, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur ces 2904 messages, seulement 52 vont attirer l'attention. Ça veut dire déjà que 98 sont oubliés, 4 vont rester en mémoire parce qu'ils vont déclencher une émotion ou il y a un intérêt pour le produit, et seulement 0,1%, effectivement, vont donner lieu à un résultat, stimuler une décision d'achat. Donc, ces 3 éléments, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on pourrait imaginer qu'on est capable, nous, rationnellement, de traiter ces 2904 messages avec les plus, les moins, pour savoir si véritablement il y a un intérêt ou non. C'est impossible. Il y a aujourd'hui une surcharge informative qui fait que nous sommes obligés, notre cerveau est obligé de se doter de raccourcis mentaux, d'automatisation de réflexes qui sont loin d'être rationnels, souvent d'ailleurs très émotionnels, pour nous guider vers une décision. Voilà. Eh bien, les neurosciences aujourd'hui nous permettent d'avoir un éclairage sur qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, ces messages vont avoir un résultat ou pas. Et cet éclairage, quand j'ai découvert il y a 2 ans, il a changé la nature des choses parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres d'émotion, empreints effectivement d'un environnement social et physique qui va nous amener ou pas à prendre une décision dans un sens. D'accord, Georges. Alors, j'ai oublié de te demander de te présenter. Alors, est-ce que tu nous as présenté le sujet de neurosciences et est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et pourquoi tu es arrivé finalement à ce sujet? Avec grand plaisir. Moi, pour le coup, donc effectivement, Georges Devin, je m'occupe et je dirige une entreprise qui s'appelle Décision Academy. En fait, grosso modo, mon quotidien, c'est d'aider des entreprises, des forces de vente qui souffrent clairement des faiblesses en matière de décision d'actes d'achat de leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, en France, les études nous montrent que pour grosso modo 100 détections d'opportunités d'affaires, seulement 14 vont se signer. Ça veut dire qu'effectivement, l'essentiel, 86%, ne vont pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'engagés dans l'acte d'achat, sans informer, sans chercher à convaincre d'une façon effectivement maladroite, c'est pas toujours aussi simple. Voilà. Donc moi, mon métier, c'est de les accompagner et de faire découvrir, au travers des neurosciences, de ce qu'on appelle les biais décisionnels, ces fameux raccourcis mentaux. Qu'est-ce qui fait que la personne, d'une certaine façon, va se comporter, va agir, va passer de l'intention à l'action par rapport à son mode de réflexion qui, encore une fois, peut être très irrationnel, très émotionnel et qui, si je ne l'ai pas compris, fait que je fais tout et n'importe quoi dans ma relation client. D'accord. Et comment tu as découvert ce sujet? Tu étais à l'étranger. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as vécu à l'étranger. C'est là-bas ou pas du tout? C'est en France? Alors, pour le coup, effectivement, j'ai vécu à l'étranger. Je me suis d'ailleurs lancé à l'étranger. Ça peut paraître un peu aventurier, mais quand il y a 20 ans de cela, j'ai décidé effectivement de créer ma propre société dédiée au conseil, après avoir été dans les plus grands, d'ailleurs aux États-Unis comme en France ou dans le monde, en cabinet dédié à l'efficacité commerciale. Donc j'ai eu l'occasion de voyager et de séjourner longtemps. Alors la découverte, et pour être très direct,
Elle est dans les toilettes d'un aéroport. Voilà. Dans les toilettes d'un aéroport, et peut-être que ça va te parler ou ça va parler à certains qui vont nous écouter, il se trouve que je suis dans cet aéroport, que je passe aux toilettes et qu'il y a un sticker d'une mouche au fond de l'urinoir. Je ne sais pas si toi-même Oui, tu connais cette histoire ou tu l'as peut-être vécue. j'ai déjà vu ça, ouais. Le sticker de Voilà. la Et donc, mouche. si tu le connais ou tu l'as vécu, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'origine vient d'un test qui a été fait dans l'aéroport d'Amsterdam. On parle de Schiphol. Et que quand on a décidé de positionner ce sticker, et bien évidemment, la présence de cette mouche incite à un certain comportement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire d'une certaine façon, pardon mesdames qui nous écoutez, mais pour messieurs, à ajuster le tir, ou en tout cas à viser la mouche, eh bien la conséquence, c'est 80% d'économie sur les dépenses de nettoyage pour l'aéroport de Schiphol. Et là, tu vois Alexandre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur le moment, honnêtement, je me dis, tiens, c'est intéressant, mais pas plus. Et c'est seulement quelques semaines plus tard où je me retrouve à nouveau, et pour le coup, là, j'étais à Nice, dans les mêmes toilettes d'aéroport, et bref, à me retrouver, alors cette fois-ci, c'était pas une mouche, c'était une petite balle de golf, mais peu importe, on était dans la même idée, que je me dis, mais bon sang, en fait, on ne m'a pas informé. On ne m'a pas dit, laisse cet endroit aussi propre que tu l'as trouvé, etc. Deux, on ne m'a pas obligé. Il n'y a personne qui était là en train de me flasher, etc., pour vérifier et me mettre une contravention. Le simple fait d'avoir modifié un environnement m'a amené à avoir un certain comportement. Et en faisant des recherches à partir de ce moment-là, Alexandre, j'ai découvert le concept du nudge, N-U-D-G-E, qui est en fait un coup de pouce, c'est-à-dire une incitation douce à un comportement, mais respectueuse puisque sans information et sans contrainte. Et quand je parle de sans information et sans contrainte, je parle aujourd'hui, si je fais le rapport, de nous les commerciaux, qui n'avons plus pour objet d'informer. Le digital est là pour ça. On sait que plus de 70% du parcours d'achat se fait en ligne. Donc, c'est pas la peine pour nous d'aller informer nos interlocuteurs. La plupart du temps, ils ont vu des vidéos, ils ont vu notre réputation, ils sont hyper informés. Donc, ce métier d'information n'est plus valable. Et alors, pour ceux qui sont perturbés de la conviction ou qui, parce qu'ils ont fait les écoles Rank Xerox, je les adore, je les ai fait aussi, mais sont restés dans une dynamique un peu agressive, de challenge, etc., ça ne passe plus non plus aujourd'hui. Donc, il faut trouver une autre façon d'œuvrer dans le métier. Si on considère que nos interlocuteurs sont déjà surinformés et que finalement, s'ils ont besoin de nous voir, c'est qu'ils ont besoin à un certain moment, peut-être émotionnellement ou en termes de rencontre, d'avoir un appui pour prendre une décision, notre métier, notre posture, c'est d'aider à prendre une décision. Comment veux-tu, Alexandre, qu'on puisse aider à prendre une décision si je n'ai pas compris la façon, et grâce aux neurosciences, dont les personnes vont se mettre en mouvement ou décider ou pas? Et là, il y a énormément d'exemples que je pourrais développer par la suite qui sont hyper concrets par rapport à des gestes que nous avons au quotidien. Par exemple, un geste typique des commerciaux, y compris pour moi jusqu'à il y a 2 ans, qui était de montrer les bénéfices, mettre en avant en quoi notre produit il est super. Eh bien, on est complètement à côté de la plaque en faisant ça et on a largement besoin de repenser, grâce aux neurosciences, notre approche commerciale. Ok, super. Bon, tu vas nous donner des exemples. Donc, j'ai bien compris l'histoire de biais cognitifs et notamment l'exemple de la mouche, c'est un très bon exemple. Maintenant, comment tu utilises ces biais cognitifs quand tu es en situation de vente? Ça m'intéresse. Donc, effectivement, si tu as des exemples, c'est encore mieux. Je vais les prendre. Je vais même prendre des notes. Tu vois, j'avais pas préparé mon petit cahier. Je vais pouvoir prendre des notes pour rebondir dessus. Vas-y, je te laisse la parole. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Alexandre. Il faut qu'on soit concret parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc, je vais partir et prendre l'exemple d'un des biais. Donc, on est bien sur les biais décisionnels, tu l'as dit, ces fameux raccourcis mentaux. Et tous les exemples que je vais prendre, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur. Donc moi, mon métier, c'est la vente et d'aller puiser dans les neurosciences pour l'appliquer par rapport à ça. Donc ça, c'est très important à dire. Bien. Sur les 180 biais décisionnels qui ont été identifiés, par tout un tas de sommités, Richard Thaler, prix Nobel de l'économie 2017, Cass Sunstein, Dan Ariely, Daniel Kahneman avec son superbe livre Système 1, Système 2, bref. Un des biais qui a été identifié, j'en ai sélectionné moi-même 20 sur les 180, est le biais d'aversion à la perte. Le biais d'aversion à la perte, il dit quoi? Il dit, nous préférons éviter de perdre plutôt que de gagner. Alors, quelles ont été les expérimentations qui ont été faites pour que ces scientifiques puissent nous délivrer ça? Je vais prendre 2 exemples, Alexandre.
Premier exemple. Imaginons que, tiens, on est dans le jeu et avec toi, comme avec tous tes amis, toute ta famille, je vais vous proposer un jeu. Et je vais vous dire, vous avez, Alexandre et vos amis, une chance sur deux de gagner ou de perdre. Je vais prendre une pièce, je vais l'acheter en l'air et puis c'est pile ou c'est face, par exemple. Si vous perdez 10 euros. Si vous gagnez 10 euros. Et bien, sur ces expérimentations qui ont été faites, la plupart du temps, sur un ensemble de populations, bref, quasiment personne ne joue. Quasiment personne. 1 ou 2 joueurs, mais pas plus. Donc, deuxième situation, je vais dire, OK, cette fois-ci, Alexandre, je te propose, comme à tes amis, de jouer une chance sur deux de gagner ou de perdre. Si tu perds 10 euros. Si tu gagnes 15 euros. Si tu fais le test, tu le verras, je l'ai moi-même fait lors des conférences Social Selling Forum. Allez, t'en as 2, 3, 4, ça double sensiblement, mais il n'y a pas grand monde qui se met en mouvement. La réalité, c'est qu'il va falloir que j'arrive à un coef de 2,5, c'est-à-dire que je passe sur un gain de 25 euros pour une perte, une chance sur deux, seulement de 10 euros, pour que la majorité des gens se mettent à jouer. Et quelle a été la synthèse de cette expérimentation? Elle a été de dire, le coût émotionnel de ces 10 euros, de la perte de ces 10 euros, est largement supérieur, quasiment au double du gain. Il faut que ce soit quasiment le triple pour que les gens se mettent en mouvement. Nous sommes plus sensibles à ce que nous pouvons perdre qu'à ce que nous pouvons gagner. Je vais prendre un deuxième exemple, rapide pour l'illustrer. Tu voulais peut-être réagir, n'hésite pas. Non, vas-y, je bois tes paroles. Juste un deuxième exemple qui est aussi extrêmement intéressant. On est à la sortie des caisses d'un ensemble d'hypermarchés, donc expérimentation scientifique déposée, publiée par les grands noms, c'est pas moi qui l'ai fait. L'idée, c'était de stimuler l'utilisation de sacs en papier plutôt que de sacs en plastique. Bien. Première option qui a été testée, ça a été de dire, chaque fois que vous utilisez un sac en papier plutôt qu'un sac en plastique, nous allons vous créditer de 10 centimes d'euros. Le résultat, ça a été plus 15% de personnes qui ont décidé effectivement d'utiliser les sacs en papier. Deuxième expérimentation, cette fois-ci, l'idée, ça a été de dire ces 10 centimes d'euros, c'est un malus. Si vous ne prenez pas le sac en papier, c'est pas crédité de 10 centimes d'euros, c'est un malus. On va vous déduire effectivement de votre portefeuille, bref, de votre addition, de votre note, c'est 10 centimes d'euros. Cette fois-ci, c'est 60% des gens qui ont pris les sacs en papier. Pourquoi? Parce que l'idée de perdre ces 10 centimes d'euros cumulés est plus forte que l'idée de gagner. Donc ça, c'est un fait qui a été démontré. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Ce que j'en fais, c'est que j'essaie de regarder aujourd'hui, dans les comportements que nous, les commerciaux, nous avons, parce que moi, mon premier métier, c'est vendeur, d'accord? Je suis un vendeur, au-delà d'être coach et d'animer des formations, etc. Donc, la réalité, c'est que nous, la plupart du temps, quand nous présentons nos activités, on va dire qu'on est formidable, que notre offre, elle est super, qu'on est différent des autres, qu'on a des plus, qu'on a des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Moi-même, jusqu'à il y a 2 ans et au travers des formations que je pouvais faire, je travaillais beaucoup sur les démonstrations économiques, retour sur investissement, montrer et prouver à vos interlocuteurs qu'ils auront un bénéfice à travailler avec vous. Eh bien, les neurosciences, Alexandre, nous expliquent aujourd'hui que quand nous faisons ça, notre interlocuteur, tout comme tu es en train de le regarder, est en train de se dire qu'est-ce que j'ai à perdre, à prendre ou pas cette solution? Quelles sont en fait les conséquences à ne pas activer ou activer cette solution? Et donc, ça veut dire que nous devons complètement changer notre façon de faire les choses en étant capables et en osant dire à nos interlocuteurs, monsieur, cette solution dont nous parlons, bien sûr, je pourrais vous en vanter les bénéfices, c'est pas le propos. Ce que je souhaite faire avec vous, c'est réfléchir à quelle est la meilleure décision pour vous. Et la meilleure décision, c'est de dire quelles sont les pertes potentielles humaines, technologiques ou financières à ne pas activer ce type de solution. Que ce soit d'ailleurs la mienne ou une autre, mais quelles sont les pertes possibles à ne pas activer ce type de solution? S'il n'y en a pas, si elles ne sont pas conséquentes, si en rapport des enjeux de votre entreprise ou de vous-même, elles ne sont pas majeures, on laisse tomber. Si par contre, on voit qu'il y a un vrai coût par rapport à cela, peut-être qu'à un certain moment, il faudra qu'on se mette en mouvement et je verrai comment je peux vous accompagner. Tu vois? Il y a vraiment déjà là, sur ce biais d'aversion à la perte, un changement de paradigme total parce que aujourd'hui, je pense pas me tromper en disant que 99% des commerciaux avec lesquels je travaille aiment à pousser les bénéfices
regardez comme je suis formidable, regardez comme mes solutions, elles sont belles. Ouais, c'est ce que j'allais te dire hein, quand je t'écoute, j'allais te dire, c'est vrai, c'est un changement de paradigme effectivement, et que j'allais te dire que la majorité, à mon avis, des vendeurs, et j'en fais partie, et mes équipes aussi, on pense bénéfice client, alors on pense besoin client par rapport au bénéfice de ma solution, et comme tu dis, on n'argumente pas sur les pertes ou qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas ensemble. Et donc, Exactement. ouais. Et ben écoute, c'est super intéressant. Donc, ce dont tu parles, donc les neurosciences appliquées à la vente, c'est différent de la PNL. Ah oui, alors absolument, hein, et tu as raison de revenir là-dessus, c'est-à-dire que je ne suis pas dans des éléments de PNL, je ne suis pas dans des éléments de communication interpersonnelle, etc., Processcom ou Success Insight. Je crois que tu avais fait une interview avec Jean-Pascal Mollet, qui est un mec super, etc. Donc je ne suis pas là-dessus. On travaille aussi, hein, je suis amené à faire des formations et accompagner des équipes sur ces dimensions de la communication, parfois de la PNL. Moi, je suis pas certifié, mais j'ai des gens dans mes équipes, mes petites équipes qui le font. Non, on parle pas de ça. Et tu l'as très bien précisé tout à l'heure. Moi, derrière les neurosciences, au-delà de la compréhension du cerveau, c'est pas le côté neurosciences, c'est surtout le côté science comportementale. Ouais. C'est de comprendre comment les gens, au travers de leur biais décisionnel, décident ou ne décident pas d'un certain nombre de comportements. Et donc, c'est à partir des observations, au-delà du cerveau, mais plutôt de leur façon d'agir et de décider, qu'au travers des 180 biais et des 20 que j'ai sélectionnés, j'ai cette matrice et cette grille de lecture, biais de facilité, biais de temporalité, biais effectivement d'aversion à la perte, biais du messager, pour regarder si dans nos approches commerciales, le truc il a du sens ou pas, pour donner envie de décider ou pas. D'accord, ouais. Désolé de ne pas avoir expliqué, hein. PNL, c'est programmation neurolinguistique. Il y a énormément de bouquins là-dessus, vous irez voir, c'est là aussi un sujet très intéressant. Ouais. Donc tu parles de 20 biais que tu as sélectionnés. Ouais. Tu nous en as cité un, donc, qui est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, voilà. Tout à fait. J'imagine, donc, tu vas peut-être pas nous expliquer les 20 biais, mais j'imagine que tu peux nous en expliquer d'autres. Avec plaisir. Alors, c'est quoi un deuxième biais voilà. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je vais prendre un deuxième biais et je vais même l'illustrer, tu vois. Pour faire la liaison, je vais l'illustrer et après, on va le découvrir. Lors du dernier webinaire, j'ai eu l'occasion de vivre en ligne. Bon, je propose aux différentes personnes qui étaient présentes, il y avait sensiblement une trentaine de personnes qui étaient là, avec lesquelles je partageais, et je leur avais dit, moi j'aime bien le format interactif, un peu comme on le fait avec toi en ce moment, donc n'hésitez pas à lever la main, j'ai quelqu'un qui va pouvoir identifier ça au niveau du chat, etc., pour ceux, et on ouvrira un micro, et ça permettra de témoigner. Et donc j'ai la fameuse Tatiana Bienfait, qui est en l'occurrence une personne que je connais, donc que j'ai reconnue quand elle a pris la voix et qu'elle s'est présentée, puisque ça fait partie des clients un peu historiques. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas travaillé avec eux, mais que je connaissais bien, et qui dit Tatiana, qui dit c'est très simple, je voulais juste témoigner en fait de ce que Georges Devine, tu es en train d'expliquer, puisque clairement donc je vends des solutions en direction de cabinets esthétiques, bref, qui sont des appareils qui grosso modo ont une valeur de 40 000 euros. Et jusqu'ici, je suis moi parmi les 40 commerciaux plutôt dans le top 5, donc avec beaucoup d'humilité, nous dit-elle, plutôt assez performante, voire très performante, avec un ratio qui est d'une vente sur 3. C'est-à-dire que j'ai grosso modo 45 minutes, je rentre, je vois une responsable d'institut, j'ai un produit à 40 000 euros, c'est qui a vendu une voiture, et il faut qu'en 45 minutes je sorte si je lui ai vendu. Et la réalité en étant une top performer, entre guillemets, me dit-elle, c'est que je vends une fois sur 3. Je vendais une fois sur 3. Et Tatiana, à ce moment-là, dit, en fait, j'ai découvert lors de ton dernier séminaire, tu avais parlé de cette notion d'aversion à la perte, etc., je l'ai mis en pratique. Et j'ai décidé de dire, Madame de l'Institut, on va regarder quelles sont les pertes potentielles, chiffrons ça et regardons véritablement si on passe à côté d'un truc ou pas. Sans agiter des peurs. Je ne suis pas en train de faire du chantage, etc. Je suis juste en train de dire, on regarde, vous aurez le choix de dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Mais on doit regarder peut-être les bénéfices, mais aussi finalement à côté de quoi on passe peut-être. Voilà. Eh bien, aujourd'hui et depuis, je crois me souvenir, elle me dit 6 mois, depuis 6 mois que j'ai effectivement activé ce biais d'aversion à la perte, je suis passé en scoring à un taux de conversion de 2 sur 3. Voilà. Ce n'est plus une affaire sur 3, c'est 2 sur 3 depuis précisément que j'ai activé effectivement ce biais d'aversion à la perte.
Donc, si tu veux, forcément, j'avais fait bien sûr un envoi de chèque au préalable. Hein. J'avais fait un virement pour avoir les faveurs de cette personne dont je plaisante. C'est pour le coup de façon très sincère pas le cas. Ce qui est assez remarquable, c'est que j'avais pas prévu ça et que ça s'est fait comme ça. Et tu peux imaginer l'influence auprès des autres personnes qui étaient potentiellement des prospects pour moi, ce webinaire qui découvrait ce que je fais, d'entendre le témoignage de quelqu'un qui l'a mis en œuvre. Eh bien ça, ce que je raconte, c'est le biais du messager. Alors, deuxième code dont nous parlons, après le biais d'aversion à la perte, le biais du messager. Le biais du messager, les neurosciences nous disent quoi? Nous disent, nous écoutons un message différemment selon la personne qui le transmet. Prenons quelques exemples. Si, je l'ai vécu en vol d'ailleurs, c'était lundi en montant sur Paris, la façon dont on écoute les consignes d'un commandant de bord ne sont pas les mêmes que la façon dont on écoute les consignes d'un steward ou d'une hôtesse de l'air. Ça peut être les mêmes consignes, de fermer la ceinture, etc. J'ai pu vérifier par moi-même que quand c'est le commandant, les gens s'exécutent alors que parfois l'autre personne ne s'exécute pas. C'est bizarre. On est dans un vol, c'est les mêmes consignes, mais ça n'est pas la même personne, sa figure d'autorité, sa crédibilité n'est pas la même. Nous n'écoutons pas de la même façon un expert scientifique en blouse blanche plutôt qu'un dentiste qui va être un jean troué, etc., etc. Pourquoi? Parce que là aussi, nous allons reconnaître au travers d'un individu, en fonction de cet individu, une crédibilité, une figure d'autorité. Bon, donc j'en reviens à ce qu'on évoque. Tu vas me dire, ok, je vois pas très clair. Alors, quelle est la meilleure personne pour présenter la qualité de notre offre, ou en tout cas, voilà. Bah, ouais. Je peux te le dire, mais je le vis aussi moi dans mon entreprise, mais je vois bien que quand moi je démarche aussi des prospects, et je vois bien que mon taux de réponse quand je démarche des gens sur LinkedIn ou par mail ou par téléphone est plus important que mes commerciaux, mais parce que j'ai le titre de fondateur de l'entreprise et eux ont le titre de commerciaux. Et pourtant, les messages peuvent être les mêmes. Et ça, c'est un exemple justement où c'est un peu l'exemple dans le loup de Wall Street où tous les commerciaux qui appellent disent je suis vice-président de la société XY et ils se présentent tous comme ça. Je suis une figure importante. Donc effectivement, c'est un premier élément et tu as raison, ça change le message. Je vais même pousser les choses un peu avec toi, Alexandre. Et je vais même te dire, de façon très provocante, que s'il y a une personne qui est encore peut-être plus crédible que toi pour parler de ton entreprise, ce sont tes clients. Oui. Et que demain, il est possible que s'il y a une personne dans laquelle en plus je peux m'identifier, parce que je vais sentir une proximité, et que par exemple là en ce moment tu es à côté de toi, où tu avais un formateur, d'accord, qui œuvre dans le sens de l'efficacité commerciale et qui etc. et qui disait moi, formateur en efficacité commerciale, j'avais un certain nombre de problèmes, j'ai croisé le chemin d'Alexandre et avec Alexandre, des choses ont changé. Eh bien, lui, je vais l'écouter. Et lui, ça va être mon raccourci mental. Je vais me dire, ok, ce mec-là, je l'ai déjà vu. Ce mec-là, il est vachement bien. S'il me dit que Alexandre, il est bien, allez, j'achète. C'est même pas la peine. Je vais pas étudier, je vais pas prendre le temps, etc. C'est comme une voiture, c'est comme un vélo électrique, etc. Tu as une personne de confiance dans laquelle il y a une crédibilité. Et ben, il te dit, ah, ça, c'est vachement bien. Boum, t'y vas. T'as même pas vérifié si c'était bien pour toi, mais t'y vas parce que, voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans nos présentations, nous, si nous avons l'opportunité d'avoir une petite vidéo ou une petite audio, et c'est simple, de nos jours, prendre un téléphone, un micro, on est avec un interlocuteur, un client, on lui dit, tiens, j'aimerais voir ton témoignage, dis-nous un petit peu, finalement, ce que tu ressens au travers de ce qu'on a pu faire, quelle est l'efficacité, et voilà. Eh bien, si nous démarrons nos entretiens en disant, vous savez, monsieur, madame le prospect, au-delà de vous dire, moi, ce que je fais, ma vie, mon œuvre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que j'ai 2-3 personnes dans mon environnement, dans mes clients, qui sont un peu dans votre environnement. Ils ont une position, ce sont aussi, par exemple, des DSI, ils sont dans l'environnement IT, etc. Ce ne sont pas des concurrents, mais bref, d'une certaine façon, ils vous ressemblent, même si vous êtes très différents. Je voudrais juste, en 3 minutes, vous montrer 2-3 témoignages de gens qui vont vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie et en quoi on l'a fait. Eh bien, il y a de grandes chances que cette personne écoute ces témoignages avec beaucoup plus d'intensité que moi, ce que je pourrais dire. Et je l'ai vécu même à titre personnel. Je me souviens avoir rencontré une personne, un dirigeant de Citrix, qui au bout d'un moment où je suis en train malheureusement certainement de m'emballer, de me passionner pour ce que je fais, me dit je suis ingénieur d'origine, je crois en général ce qu'on me montre et pas ce qu'on me dit.
Et moi, j'aurais besoin d'avoir des preuves de ça. Et en direct, j'ai eu cette chance d'avoir un de mes interlocuteurs chez Computer Center, qu'il connaissait d'ailleurs, dans lequel il se retrouvait, et qui a pu témoigner et faire en ligne des choses qui ont ouvert le scope de cette personne pour y aller. Tu vois, je l'ai vécu. Donc, s'appuyer sur des témoignages clients. 2, si je peux l'avoir. 2, si tant est que je ne les ai pas, l'autre secret, si je puis dire, si tant est que ce soit un secret dont on parle, c'est quand on pitch, de démarrer plutôt en disant, vous voyez, mon métier, moi, c'est quoi? C'est de répondre à des gens qui vivent un certain nombre de préoccupations. Par exemple, je vais vous parler de Thierry, il est DSI comme vous dans l'environnement, et voilà la dernière fois que je l'ai vu, ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit ça, j'ai besoin de sécurité, etc. Il m'a posé la question, est-ce que ça pourrait être quelque chose sur lequel vous pouvez m'aider? Pour d'autres, c'est ça et c'est ça. Donc l'idée, c'est bien de mentionner ces fameuses préoccupations, de montrer que d'une certaine façon on est légitime, pour que la personne se reconnaisse dans notre message et puisse se dire, d'une certaine façon, vos clients en parlent encore mieux que vous, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais du messager, et c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant. Et, pardon, mais je reviens là-dessus, par rapport à la version à la perte, qui d'entre nous aujourd'hui, systématiquement, s'appuie sur des témoignages, s'appuie sur des déclarations de préoccupation, pour essayer de connecter, y compris émotionnellement, avec quelqu'un, on n'est pas forcément très nombreux à le faire, quoi. Et pour le peu qu'ils le font, tu vois, Alexandre, en plus de ce que j'ai pu constater, parfois, et malheureusement, ils le font mal. C'est-à-dire que, ils vont prendre quelqu'un qui est tellement avocat de ce qu'ils font, que le témoignage va être de dire, par exemple, Alexandre, il est formidable, il a un micro jaune, c'est un truc de dingue, et puis en plus, quand il remasterise les trucs, il est exceptionnel. Il faut surtout pas faire ça. Le témoignage ne doit pas être sur le quoi et le comment, pour grosso modo être un ambassadeur de ta solution. Il doit être sur le pourquoi. Moi, j'avais un problème, voilà ce qui passait dans mes équipes, etc. Comme ça, la personne va s'identifier par rapport effectivement à la problématique client. Et quand j'ai eu cette question et j'ai eu besoin d'une réponse, sur mon chemin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Alexandre, et après, tout s'est bien passé. Tu vois? Ouais. Ça, c'est un témoignage qui peut créer de la connexion émotionnelle avec un interlocuteur en s'appuyant sur le biais du messager. Nous écoutons les messages différemment selon les personnes qui les transmettent. Ouais, j'adore l'idée de biais de quelque chose. Ça, je trouve que ça permet de bien retenir des bons moyens mémotechniques. Alors, le biais du messager, je l'ai vu, moi, sur un salon professionnel. En fait, j'essaye sur les salons professionnels de voir les meilleures pratiques parce que je trouve que c'est des endroits où on peut rencontrer beaucoup de prospects, mais en fait, c'est pas facile à sortir du lot parce qu'on est souvent parmi des milliers de sociétés et c'est des événements qui coûtent très cher et le ROI est pas toujours présent. Donc, je regarde un peu ce qui se fait, les entreprises qui arrivent à sortir du lot. Et notamment, là, il y a une grosse start-up qui a levé beaucoup d'argent, etc., qui, sur son stand, invitait effectivement ses clients à pitcher sur n'importe quel sujet de l'entreprise. Donc, le client pitchait face à d'autres prospects. Ensuite, il y avait une interview vidéo qui était tournée sur ce stand. Et bien sûr, pendant des semaines et des semaines, ces interviews vidéo tournaient en boucle sur les réseaux sociaux de cette start-up. Et ça, c'est typiquement le biais du messager appliqué à un salon. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode sur comment faire des bons salons. Et bien sûr, bien sûr. Tu te rends compte la puissance, vraiment l'impact, il est tellement supérieur. Alors, et c'est ça qui est intéressant. On le voit dans notre échange, c'est que, tu sais, on parle de neurosciences, etc. Mais bon, je veux dire, c'est presque une question de bon sens. Il y a vraiment des choses qui bouleversent, mais d'autres, non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que, notamment le prix Nobel de l'économie de Richard Thaler, je veux dire, c'est un psychologue, quoi. C'est un psychologue qui est reconnu dans un monde d'économistes qui, grosso modo, jusqu'à il y a encore 2 ans, nous poussait le fait de dire nous sommes des homo economicus, donc des êtres rationnels, dotés d'une capacité à maximiser nos décisions, etc. C'est faux. C'est pas possible. Cette surcharge informative fait qu'on a des raccourcis, que nous sommes émotionnels, affaires de contexte, d'environnement. J'ai l'habitude de prendre un escalator et puis tu vas me dessiner sur les marches un espèce de piano, tu as dû le voir, c'est Volkswagen avec des notches, un autre exemple. Et puis les gens se mettent plus 66% à prendre des marches d'escalier parce que ça fait des petits sons, c'est comme si j'étais sur un piano et je trouve ça bien d'émotion, fun, etc. Donc non, nous ne sommes pas aussi rationnels et donc il y a un vent en poupe, on est porté par cela, en plus par l'imagerie médicale, les IRM qui nous permettent de mieux comprendre le cerveau et ce qui se passe. Donc oui, il y a cette affaire de bon sens, tout ça est en train d'avoir le vent en poupe, mais ça change aussi parfois vraiment notre façon de faire, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et l'application à des éléments concrets comme tu l'as fait là,
Et bien parce que derrière, tu mesures tes taux de conversion. Et il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo. Sur tes pitchs, si tu utilises le biais du messager, il y a de grandes chances que pour chaque contact, le nombre de détections d'opportunités soit plus important. Et si tu utilises l'aversion à la perte, tu verras que ton nombre de closing, projet versus commande, va être effectivement plus important aussi. Ça a été scientifiquement prouvé, quoi. Donc, c'est vraiment très applicable et très inspirant de vivre ça. À un moment où la vente, on pensait que tout avait été vu et que d'une certaine façon, et notamment en France, on voyait ça. Je l'ai moins vu aux États-Unis, mais notamment en France, comme étant vendeur. C'est le mec qui a du bagou, machin, vas-y, et il tchatche et puis ça va bien se passer. Non, non, non. La tchatche maintenant est là en ligne. On n'a plus la peine d'aller voir un mec qui nous tchatche et bon, l'information est disponible. Par contre, quelqu'un capable de nous aider à prendre une décision et parce qu'il a compris, et c'est ça, tu vois aussi l'intérêt, Alexandre, c'est des neurosciences, quoi. C'est-à-dire que chaque élément a été expérimenté, prouvé. C'est pas une espèce de théorie fumeuse sur la question ouverte qui est meilleure que la fermée ou tout ça, un tas de trucs. Bon, bref. Non, non. Ça a été scientifiquement prouvé. On peut extrapoler ça dans notre quotidien. Oui, et puis c'est vrai que la vente n'a pas toujours une bonne image, mais moi, si je fais ce podcast et j'interviewe des experts de la vente, c'est aussi parce que ça permet de toucher à plein de sujets, que ce soit la sociologie ou comme là, les neurosciences. Et en fait, c'est de l'humain, quoi. C'est deux personnes qui communiquent et c'est ça qui est vraiment intéressant. Du coup, toi, comment tu t'es... on pourra reparler un peu des biais si tu veux, mais comment toi tu t'es formé aux neurosciences? C'est quoi? C'est des formations que tu as eues en ligne, où tu as eu un mentor? Comment t'es des bouquins? Alors, en fait, c'est un mélange un peu de tout ça et je suis en chemin, hein, je suis en exploration. Ça fait 2 ans, effectivement, que j'ai du travail. J'ai encore tellement à découvrir par rapport à ça. L'initiation, le déclencheur, on est en juin 2017. On est vers Charles de Gaulle. Éric Singler, c'est l'un des patrons de BVA. Ah oui, Éric Singler est en train de... Pardon? Pour la petite histoire, Éric Singler, en fait, je l'ai eu en rendez-vous commercial et j'ai vendu un logiciel d'analyse du comportement à BVA. Et Éric Singler était un de mes interlocuteurs. Ouais, donc, et effectivement, il est spécialiste du nudge marketing. Exactement. Voilà. Donc l'origine de tout ça, c'est vraiment grâce à lui et je lui suis tellement reconnaissant. D'ailleurs, j'étais avec lui lundi soir et on a passé un bon moment ensemble. Où effectivement, il était sur cette conférence à Charles de Gaulle et puis il démarre avec la mouche, hein, dont je te parlais, puisque c'est lui qui l'a présenté. Et après, je l'ai vécu moi-même, donc en étant dans ces fameux toilettes d'aéroport. Mais c'est lui qui l'a présenté, et voilà. Et donc ça a fait son chemin. Donc par rapport à ça, ça a été essentiellement beaucoup de lectures, donc autour de différentes façons d'appréhender. Mais c'est vrai que système 1, système 2, Kahneman, il est juste extraordinaire. Dan Ariely, alors pardon, je vais me le faire, Predictably Irrational, je l'ai lu en anglais, mais du coup, donc là, c'est des bouquins. Mais beaucoup de bouquins, y compris des vidéos. Dan Ariely, Ariely, il est souvent sur les TEDx et le mec, il est très très fun. Il démocratise en fait ces neurosciences. Je vous incite à le regarder. Il est assez formidable. Et puis Richard Thaler, avec bien sûr le nudge, etc. ont été des bouquins. J'ai participé à un certain nombre de formats de formation, plus ou moins intéressants sur des notions effectivement de neuropédagogie, de neuro, etc. Je suis encore en chemin pour essayer de trouver un référent. J'ai des choses qui me plaisent. Cialdini, typiquement aux États-Unis, il est très intéressant. Il a des formations, mais on est un petit peu trop dans le push américain. Donc, on retrouve un peu le côté persuadé. Pour moi, pas assez l'influence douce. Donc, voilà. Harvard a des modules qui sont assez intéressants, des gens de bon niveau, mais un petit peu théoriques et un petit peu trop marketing. Donc, voilà. Donc, je me nourris au travers essentiellement pour l'instant de vidéos, de lectures et de quelques personnes ou de stages que j'arrive à capter, en attendant d'accélérer en trouvant peut-être des gens qui ont switché. Mais encore une fois, hein, souvent, on est plus dans le chercheur théorique ou le médecin ou le marketing plus ou moins gourou. Sur l'aspect commercial, vente et application, il n'y a pas forcément encore de référent. Voilà. Donc, oui, puis mes conseils en tout cas, pardon, vas-y. Oui, non, c'est vrai que la partie nudge, moi, je l'ai beaucoup vue sur du marketing, mais je ne l'ai pas vue sur la vente. Donc, ta démarche est en fait intéressante là-dessus, puisque tu prends les bonnes pratiques de ça et puis tu l'appliques au domaine de la vente. Exactement, tu vois. Donc, j'essaie de trouver, tu l'exprimes très bien, référent. Je l'ai pas encore trouvé. J'estime pas que je le saurais parce que vraiment, je suis un explorateur et je suis en chemin. Mais en tout cas, il semblerait que d'une certaine façon, je suis un peu d'une forme d'initiative, hein, avec beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et je puise donc des rencontres avec
Voilà, des gens qui sont impressionnants. La dernière fois, j'ai co-animé au Social Selling Forum avec Bernard Anselme, qui est un gars absolument génial et qui, lui, est vraiment porté sur le côté... alors lui, c'est un médecin, neuropsychiatre, etc. Bref, donc il avait toute cette partie de compréhension des systèmes d'activation du cerveau. Et puis, moi, j'allais, comme tu l'as très bien décrit, plutôt sur l'application à la réalité des comportements. Donc, encore une fois, moi, c'est la vente, mon focus, et d'aller puiser dans ce que je peux trouver. Et c'est plutôt sur le côté marketing ou des chercheurs que je trouve pour l'instant. Donc, je le regarde là, j'ai une armoire avec tout un tas de bouquins. J'en ai encore quelques-uns, effectivement, à lire, ou parfois à relire, hein, parce que je me souviens avoir lu Tipping Point, etc. Donc là, c'est des points de bascule. Hein, donc, il y a aussi des éléments psychologiques très intéressants qui font que les gens décident de se mettre en mouvement ou pas, pour nourrir et surtout travailler sur cette application avec des cas concrets. Voilà. D'accord. En fait, les 20 biais cognitifs, tu les enseignes sur des sessions de formation, c'est ça? Tu formes les gens à ces biais. Ça te prend combien de temps en général? Alors en fait, j'ai différents formats par rapport à ça. Et voilà. Alors, grosso modo, mon activité, on va dire, pour le résumer, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre, honnêtement, Alexandre. Hein, mais plus récemment, je me suis dit, mais en fait, ce ne sont pas les idées qui ont de la valeur, c'est leur application et la personnalisation. Donc, j'ai décidé de mettre en place un programme gratuit. Donc, sur neurevente.fr, tu as un programme qui est totalement gratuit où tu vas t'inscrire et tu vas avoir des sessions de webinaire live où je suis présent et donc, à l'image de ce que je disais, j'échange, je partage sur les idées. Donc, je prends à chaque fois un biais décisionnel, messager, temporalité, habitude, engagement. Et au travers de ça, je l'applique à des cas concrets, B2B, B2C, pour que les gens puissent faire la connexion. Ça, c'est gratuit. Il y a des exemples en ligne de nudge, il y a des exemples d'application des codes, il y a les replays, bien sûr, de mes webinaires, etc. Et là, pour le coup, si les personnes sont intéressées, après les vidéos, après avoir vécu le webinaire, le replay, etc., et qu'ils veulent le personnaliser pour eux ou pour leur force de vente, j'ai des modules de coaching ou de formation. Alors, les formations peuvent se faire en visioconférence. On peut prévoir 1, 2, 3, 4 rendez-vous sur les thématiques qu'on a identifiées ou parfois des stages en présentiel d'1 ou 2 journées, d'accord? Et cette fois-ci, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on n'est pas ce que je fais en ligne, qui est plus marketing au sens, je pars d'un code, je l'explique au niveau des neurosciences et je l'applique à la vente. Quand je suis bien sûr en application, je vais dire, OK, développer notre impact sur les réseaux sociaux en prospection. Ça, c'est le thème en utilisant les neurosciences. Et donc, c'est à partir de cette thématique que je vais dire, on va regarder par exemple sur les réseaux sociaux comment vous bâtissez votre profil, comment vous le publiez, comment vous prospectez, et on va réinventer les messages, la tournure des messages, la tournure des présentations en fonction de cette grille de lecture des neurosciences. Donc en fait, j'ai un catalogue, si je puis le dire, mais qui correspond grosso modo au cycle et surtout aux problématiques de mes interlocuteurs. À l'extrême, et souvent ce qu'on me demande, c'est juste, et souvent, développer de l'impact en prospection, devenir mémorable, magnétique sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vais partir là-dessus sur des formats d'1 jour ou 2 jours ou fragmenter. Les neurosciences nous expliquent qu'il vaut mieux fragmenter parce qu'en termes de mémorisation, c'est beaucoup plus impact. Donc, je préfère faire ça en visioconférence. Petit groupe de 10 personnes, 1 heure, des rendez-vous tous les 15 jours. Boum, 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 plan d'action et on avance. Ou alors sur des formats d'entraînement. Tu parlais de bootcamp. Moi, c'est ma vie, hein. J'aime le sport, etc. Et j'ai bien compris qu'on apprend en faisant. Donc, on a aussi beaucoup changé notre pédagogie depuis 2-3 ans. Avant, avec mes quelques formateurs, honnêtement, on avait tendance à venir balancer un peu de théorie et faire un peu d'entraînement. Terminé. Maintenant, sur Klaxoon ou sur un e-learning que j'ai préparé, toute la théorie entre email et biais, etc. sont en ligne. Allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, quand je viens vous voir, humainement parlant, comme tu dirais, grâce au digital, alors là, je vais vous dire, on va connecter. On va s'entraîner, on va se mettre sur des cas concrets, des jeux de rôle, et on va voir si on est capable de se l'approprier. Passer de l'information à l'appropriation, c'est vraiment la clé. Voilà. Ouais, donc c'est ce que je fais. Donc soit sur la prospection et beaucoup sur du closing. Beaucoup effectivement me disent, stimuler cette prise de décision. Encore une fois, si sur 100 détections d'opportunités on n'en signe que 14, c'est que dans notre façon de mener une affaire, il y a des trucs sur lesquels peut-être on n'a pas été bon. Ouais. Donc sur les aspects closing et négociation, biais de réciprocité, biais d'engagement, on travaille beaucoup aussi. Ouais, donc tu as parlé de Klaxoon, justement, la start-up dont je donnais l'exemple, c'était Klaxoon sur le salon. Super. Ouais, donc, excellent. Ouais, ils sont très bons. Je les ai eus juste avant toi, tu vois, c'est marrant parce que
Ils m'ont présenté la fonction network et puis de nouvelles fonctionnalités. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve très, très intéressant. Ouais, très bel outil. Et d'ailleurs, l'outil que moi je propose, c'est une sorte de klaxon, mais plutôt sur du comportemental. Donc, on va filmer des jeux de rôle, comme tu l'as dit, ou des situations de vente, et puis on va l'analyser, demander aux observateurs de l'analyser. Et ça vient du sport de haut niveau, où j'ai travaillé plusieurs années, où en fait les sportifs s'entraînent constamment, se filment, se revoient et améliorent leur performance. Donc, je suis un adepte de l'entraînement des forces de vente en situation. Ah bah tu vois, c'est un vrai point d'identification, parce que Ouais. pour le coup, on se connaît pas très bien, mais du coup, on se découvre comme ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas un grand triathlète, mais j'en ai fait pas mal, et surtout, j'ai beaucoup d'amis autour du golf. Voilà, donc je suis pas dans le très haut niveau, mais malgré tout, et clairement, ceux que je connais dans le haut niveau ont des simulateurs, et dans les simulateurs, il y a on est complètement là-dessus, quoi, y compris d'ailleurs dans le Champ Car, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu le plaisir de discuter, de rencontrer Sébastien Bourdet et d'autres personnes. Et donc, tous ces phénomènes, effectivement, de vidéos, de simulation, de capteurs, je me souviens avec, pas Paul-Henri Mathieu, excuse-moi, Gasquet, je l'avais vu chez Lagardère avec tous ces capteurs, les machins, cette capacité à se filmer, à se regarder, analyser les gestes pour pouvoir s'améliorer, c'est clairement une discipline du très haut niveau, donc vachement inspirant aussi. Ouais. Bah, la Fédé de tennis, c'était aussi un de mes clients. Ça a été un cycle de vente très long, mais ils sont équipés maintenant sur ces outils. Très bien, alors je vois que le temps file, je t'avais dit une demi-heure, on a un peu explosé la demi-heure. Est-ce que tu veux nous reparler encore d'un billet peut-être, comme ça peut donner envie aux gens de te contacter s'ils veulent aller plus loin sur ces 20 biais. Bien sûr, on en a fait 2, on ne pourra pas tous les faire, mais encore une petite friandise pour qu'on... Ouais, il faut respecter, tu as raison, je pense que les formats longs, il vaut mieux les fragmenter, donc je veux pas, un autre biais, le biais d'émotion, en fait, bien évidemment. Alors, on pourrait dire que relativement classiquement, l'idée, c'est de s'appuyer sur des anecdotes, des histoires. On sait que le cerveau, naturellement, c'est le cerveau émotionnel qui va se déclencher avant le système de pensée, et que le fait d'utiliser des anecdotes, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, vous savez, j'ai rencontré Thierry, voilà, Thierry il faisait chaud, il faisait beau, et puis il parlait de ses préoccupations avec son service informatique. Donc, on sait que ces histoires vont effectivement imprégner davantage si on scénarise nos propos que si on les livre brut de pomme en disant, je travaille avec 3 sociétés dont les DSI sont machin, ça ressemble à rien et en tout cas, ça a moins impacté. Ce qui peut être intéressant et si tant est que ça apporte de la valeur, j'espère à tes différents auditeurs ou les gens qui y feront, c'est de pouvoir justement, parce qu'on veut activer au travers de ces histoires la dimension émotionnelle, s'efforcer toujours d'aller sur une activation de 3 sens. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans l'anecdote qu'on va utiliser, c'est au minimum d'essayer sur effectivement le visuel, sur l'auditif et pourquoi pas le kinesthésique, d'activer 3 sens dans son histoire qui soient de nature à faire en sorte que la personne puisse s'y retrouver et connecter, tu vois. Si je devais l'illustrer, c'est de dire, voilà, vous voyez, j'aimerais avoir votre opinion, monsieur, madame le prospect, sur ces DSI qui sont un peu dans votre position et qui m'ont exprimé des problématiques. Peut-être que vous vous retrouvez ou pas, vous me direz, ce qui nous permettra d'ailleurs d'engager la conversation. Mais voilà, par exemple, je vais vous parler de Thierry. Alors, Thierry, je le vois, on est en début d'après-midi, on est au mois de juillet, il fait chaud, j'ai les mains moites, j'arrive et puis on entend un clac, un boom terrible, je me retourne et puis je constate qu'un matériel vient de tomber et soudainement Thierry me dit mais si enfin on pouvait passer en mode SaaS, service et tout. Bon, bref, je vais pas plus loin, je suis en train de le créer, j'ai activé l'auditif, paf, le son et il y a eu un bruit, etc. J'ai activé effectivement il fait chaud, j'ai les mains moites, tu vois. Donc l'idée c'est d'essayer de se dire ou le visuel en disant, vous voyez, j'avais un tableau derrière lui qui représentait ça. Il va être pour certaines personnes beaucoup plus facile de connecter avec moi, y compris bien sûr émotionnellement, à partir du moment où j'inclus dans mon histoire 3 sens que je vais activer et qui vont permettre effectivement d'avoir les choses. Voilà, donc je vais pas plus loin, je veux pas noyer de personne, mais c'est un petit truc pragmatique qui d'une certaine façon peut aider à leur faire ressentir les choses, puisque c'est bien sur le ressenti, ça veut dire que aussi derrière en communication émotionnelle, quelles que soient mes questions, il va falloir transformer les « qu'est-ce que vous en pensez » en « qu'est-ce que vous ressentez », les comment vous prévoyez les choses en comment vous rêvez de transformer ces équipes ou le matériel que vous utilisez pour aller chercher l'émotionnel et donner envie à la personne, sachant, Alexandre, que bien évidemment, je donne le ton. Mon comportement influence le comportement. Et que si je me présente en disant « bonjour », nous sommes une société de 25 personnes, nous faisons un chiffre de 5,5 millions d'euros et tout. Il y a des chances que la personne adopte la même présentation, juste nulle, bidon, standard,
qui ne créent rien. Il a mieux fallu voir les informations en ligne plutôt que se déplacer pour ne pas humainement essayer d'aller sur un autre territoire. Et le territoire émotionnel est extrêmement important. Voilà. Bon, juste vraiment quelques mots si ça peut. Oui, mais c'était intéressant, les petites questions pratiques à pouvoir poser en entretien. J'ai eu le cas là, d'une conversation avec un commercial qui m'a démarché et qui m'a dit selon vous, ce serait quoi le marketing idéal pour votre société? Ça, c'était une bonne question. Je trouvais bien de pouvoir se projeter, même si on a tendance à demander la lune pour un budget minimum, mais ça permet comme tu dis, de créer un peu d'émotion dans la relation et l'histoire, de raconter une histoire, on en parle beaucoup dans les prises de parole en public. Donc, raconter une histoire, ça, on pourra faire aussi un épisode là-dessus sur l'émotion dans la vente. Bien sûr. Voilà. Et c'est là où ça, et pour boucler, et après je pense qu'encore une fois, il faut respecter les auditeurs, les formats un peu longs sont peut-être un petit peu pénibles, mais je trouve, tu le citais pour démarrer Alexandre, je trouve que finalement le digital, c'est une superbe opportunité. Pour beaucoup, c'était un média un peu froid, il créait de la distance, il n'y avait pas de proximité, etc. Et c'est vrai que je me souviens sur un article que j'avais écrit bien humblement, j'avais parlé de chaleur ajoutée en disant finalement, dans un monde un peu dominé par les financiers, valeur ajoutée, peut-être que ce monde digital nous obligera à avoir plus de chaleur ajoutée, dans de la bienveillance, dans l'échange, etc. Je crois qu'on a une superbe opportunité qui considère le digital, oui, les informations sont en ligne, c'est bon, elles sont accessibles. Donc quand on se rencontre, quand on se voit, c'est pas pour se réciter le truc, c'est vraiment pour aller sur un autre territoire. Et ce territoire, c'est souvent les enjeux personnels, plus même que les enjeux d'entreprise. Ça, c'est aussi peut-être un constat que tu as fait. Le patron de Grant Alexander, un cabinet de chasse récemment rencontré, me disait qu'une personne qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui va raisonnablement, ça a été mesuré, changer 28 fois de poste, d'accord, de position, de responsabilité au cours de sa carrière. Quand on sait en plus que d'ici 10 ans, 60% des jobs de 10 ans n'existent pas en 2030, c'est Harvard qui nous le dit, on peut comprendre effectivement cette nécessité véritablement de se réinventer et de dire que voilà, le digital finalement nous rend service. On a vraiment besoin de progresser, de se réinventer et d'aller sur autre chose que ce qui peut être trouvé en ligne. Ouais, c'est pour ça que la vente, c'est un sujet passionnant, justement, puisque les vendeurs devront proposer justement ce que tu as dit, de l'émotion, de la chaleur, et une autre connexion que juste j'ai un produit, vous avez déjà les infos sur le web. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc il faut oser. C'est pas facile, tu vois, c'est un travail aussi que je fais avec mes participants parfois. Voilà, les enjeux d'entreprise, oui, mais bon, une personne, si elle considère qu'elle va changer 28 fois, c'est surtout sur elle-même et l'individu qui est tourné. Qui d'entre nous est capable de regarder une personne en lui disant, Alexandre, dans votre entreprise, à titre personnel, voilà, vous, l'ambition, la priorité, la réussite telle que vous l'imaginez, elle passe par quoi? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous avez vraiment au fond des tripes et que vous avez envie vraiment de réussir dans votre parcours? Qui est capable d'aller chercher ça sans paraître intrusif? La curiosité est un vilain défaut. Il faut pas effectivement poser des questions trop personnelles. Mais bien sûr que si, il faut y aller plein pot. Parce qu'il y a 3 organes. Oui, il y a le cerveau, mais il y a surtout les tripes aussi. Là, notre cœur, et les tripes et le cœur, ils font beaucoup du voyage. Donc, allons chercher les tripes et le cœur et le cerveau suivra. Oui, pour que cette question fasse naturelle, tu l'as dit, on a besoin de s'entraîner, parce que si tu poses cette question pour la première fois à un de tes prospects, il va se dire « Oula, c'est bizarre. » Donc il faut que tu t'entraînes pour que ça fasse vraiment, que ça coule. Trouver ses propres mots. Il y en a certains qui aiment bien après quoi vous courez. Il y en a qui aiment bien dites-moi ce dont vous rêvez. D'autres c'est professionnellement, qu'est-ce qui est vraiment pour vous important à réussir. Chacun doit trouver ses mots, s'entraîner et surtout concevoir que à s'intéresser sincèrement aux gens, pas pour leur portefeuille, mais parce que j'ai envie fondamentalement de pourquoi pas les aider à réussir, parce que mes petites solutions d'une certaine façon peuvent peut-être changer leur vie ou leur parcours professionnel à mon petit niveau. C'est ça. Donc qui pourra nous reprocher d'être trop curieux si sincèrement on s'intéresse à la personne, à se dire mais dites-moi un petit peu c'est quoi l'agenda, parce que moi je suis plus. Et tu vois, et je conclurai là-dessus. Je prends souvent cette image aussi. On a parlé de vente avec du face à face. Voilà, si on arrêtait le face-à-face, c'est qu'on se mettait à côté et qu'on était côte à côte en rapport d'une intention et de comment on peut accompagner sur ce chemin effectivement d'une ambition. Waouh, c'est juste de la balle, quoi. C'est éclate. Ouais, j'essaye. On se déplace. Ouais, en rendez-vous, j'essaye de me mettre à côté des prospects. Parfois, ils sont Bien surpris. Sûr. Excellent. Ils se remettent en face de moi. Bravo. Et bravo. Ouais.
c'est une vraie symbolique et je trouve ça super, quoi. Voilà. Super. Du coup, Georges, on va conclure. Est-ce que, donc, tu nous as parlé de quelques bouquins, est-ce que tu as des outils aussi que tu utilises au quotidien? Ça peut être des outils digitaux, des rituels, des habitudes, voilà, est-ce que tu as des choses comme ça qui t'aident au quotidien? Écoute, pour ce qui est des bouquins, Eric Singler, S-I-N-G-L-E-R, Nudge Marketing, même si c'est Nudge Marketing, il est très très bien foutu et dans l'aspect vente, moi franchement, il m'a beaucoup aidé, il est formidable. Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, il faut juste le dire. Dan Ariely, soit sur du TEDx, soit effectivement, vous prenez son bouquin, il est jaune, Predictably Irrational, donc voilà, l'irrationalité prédictible, c'est plus en français, pardon, j'ai eu en anglais, donc c'est absolument génial. Oui, moi je suis un grand fan, vraiment de Klaxoon. Ça a changé ma pédagogie, formation, etc. pour les meetings et tout ça. Donc cette capacité à alterner des exercices, de l'entraînement, c'est top. Et puis la pédagogie 70-20-10. 70% de notre apprentissage se fait en faisant, 20% par l'échange d'idées avec nos pairs et 10% seulement sur les vidéos, les lectures qu'on peut avoir. Entraînez-vous, répétez. Et voilà, je vais pas aller là-dessus, sinon ça va me relancer, mais j'ai fait un stage performance ou haute intensité avec des gens du RAID et notamment des cliniciens de très très haut niveau qui s'occupaient de sportifs de très très haut niveau. La visualisation, mais la visualisation où on vit par anticipation les choses, puisque le cerveau n'est pas capable de reconnaître en fait le fait qu'on est en situation réelle ou pas, si véritablement, mentalement, on vit la situation pour se préparer, la répéter. J'aimais bien cette image qu'il prenait pour tracer entre les neurones au niveau des synapses, de nouveaux chemins, comme un berger qui façonne avec son troupeau la montagne en répétant, mais là pour le coup en visualisant. C'est aussi un rituel qui peut être extrêmement intéressant quand vous avez des vrais rendez-vous, des vraies conférences à réussir et que vous commencez à programmer votre cerveau, bien que vous ne visiez pas la situation, mais en ciblant le fait de le faire et du coup en étant beaucoup plus relâché quand les choses se font. Voilà. Ça me venait en tête. Mais... C'est vrai que moi j'ai tendance à, avant un rendez-vous ou un appel un peu important, à répéter, c'est-à-dire à parler tout haut. C'est une habitude un peu bizarre, mais ça m'aide. Bien sûr. Ouais. C'est un super réflexe. Et combien sommes-nous à le faire là aussi, entre les idées séduisantes et le fait de le faire? Et c'est là où tout se joue, quoi. Faut pas penser les choses, faut les vivre, il faut le faire. Donc visualisation, c'est top, quelques bouquins pour se nourrir, et puis privilégier l'entraînement à la répétition, tu l'as dit. C'est comme ça qu'on avance. Super. Même pas peur. Ouais. Merci beaucoup, Georges, pour le temps passé. Je crois que ça a été l'épisode le plus long, mais c'est bien. Moi, je commence à écouter des podcasts qui durent 2h30, donc ça va. Écoute, je t'incite à faire les découpages qu'il faut parce que le temps est tellement précieux pour tout le monde. Donc, tout ce que tu pourras trouver de peut-être un petit peu long, maladroit ou inadapté, il faut couper, avoir le format qui te semble le plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'était très sympa et j'ai bien aimé cette notion d'échange, de dialogue. Donc, je te remercie pour ça et j'espère que pour tous les auditeurs, ça apportera quelque chose qui leur donnera envie d'aller plus loin et de progresser, quoi. Voilà. Ouais, alors je suis pas adepte de couper, j'aime bien les épisodes bruts. Par contre, il faudra sans doute que je retraite un peu le son. Si jamais vous avez trouvé que le son était un peu moins bon que les autres épisodes, c'est parce qu'on est à distance, donc on fait ça par téléphone, visio, etc. Donc je vais améliorer le son bien sûr en post-production, mais on va pas couper. C'était vraiment tout était intéressant. Merci Georges. Merci à tous. Merci à toi Alexandre. Merci pour l'opportunité. Merci à tous ceux qui vont nous écouter pour leur patience et leur envie peut-être de mettre en pratique. C'est quelque chose, c'est leur réussite qui est importante. Il n'y a que ça qui est important. Super mot de la fin. Allez, à bientôt tout le monde. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. À bientôt.